à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Questions Politiques. Notre invité du jour est devenu un oiseau rare dans la jungle de la droite républicaine quand Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez font sauter quelques digues sur leur droite avec leur stratégie du tout sauf LFI. Lui défend au contraire ce que Jacques Chirac appelait le cordon sanitaire avec l'extrême droite. Un positionnement désormais minoritaire chez LR au moment où le Rassemblement national semble aux portes du pouvoir. Notre invité aurait pu aussi être le candidat de la droite à la dernière présidentielle, mais les électeurs de la primaire de son parti en ont décidé autrement. Il aurait pu aussi être Premier ministre l'an passé, mais à la dernière minute, Emmanuel Macron lui a préféré Michel Barnier. Deux occasions manquées qu'il raconte dans son premier livre qu'il vient de publier à 60 ans. Rien n'est jamais écrit, c'est son titre, car non, notre invité n'a renoncé à rien et se prépare activement à la prochaine bataille pour l'Elysée. Alors comment compte-t-il mener ce combat face à un RN au zénith dans les sondages? Quel espace politique pour ce gaulliste social à la tête de la région Hauts-de-France depuis 10 ans maintenant? Xavier Bertrand est en direct sur France Inter, sur France Info, Canal 16 de la télé et en partenariat avec le journal Le Monde. On est ensemble jusqu'à 13h pour répondre à toutes les questions politiques. France Inter. Questions politiques. Julien Némy. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Brigitte Boucher de France Télévisions. Bonjour Brigitte. Bonjour Julien. Bonjour Avec Xavier vous Bertrand. tout à l'heure, on fera le portrait de Xavier Bertrand. Et oui, 4 fois ministre, il pense à la présidentielle en se rasant. Il n'a fait ni Sciences Po ni l'ENA, mais sa région des Hauts-de-France, tel d'irréductible gaulois, résiste à l'envahisseur RN, peut-être un atout pour 2027. Merci Brigitte. Et Françoise Fressoz à vos côtés du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour à toutes et tous. En fin d'émission, avec vous, on se projettera comme d'habitude sur 2027 avec une question qui animera les débats. Et aujourd'hui, la République des territoires, autrement dit la décentralisation. Au moment où tous les pouvoirs semblent vaciller, l'idée est redevenue furieusement à la mode. Faut-il y croire? Et si oui, à quelles conditions? Merci Françoise et à tout à l'heure. Mais d'abord, Xavier Bertrand, quelques questions d'actualité. Est-ce que vous croyez toujours, d'abord, au Front républicain face au RN dans un second tour? Mon combat, c'est contre les extrêmes. Et je le dis, ni LFI, ni Rassemblement national. Alors je vous pose cette question parce que vous l'avez vu, manifestement, Nicolas Sarkozy n'y croit plus. Lui, l'ancien président, dans son nouveau livre à paraître mercredi, raconte certes son court séjour en prison, mais il rapporte aussi une conversation avec Marine Le Pen. Elle lui demande s'il s'associera à un front républicain à l'avenir. Réponse de Nicolas Sarkozy, je cite, « Non, et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet ». Est-ce que ça vous choque? Je préfère les positions politiques de Nicolas Sarkozy de 2007 Vous étiez son porte-parole de campagne à l'époque. que les positions politiques de Nicolas Sarkozy en 2025. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire ça? À l'époque, combattait le Rassemblement national. Et par l'action et par des convictions, et par une fidélité aussi à ce qu'est le mouvement, à l'époque l'UMP, le mouvement de Jacques Chirac, aucune collusion avec les extrêmes. Pour moi, les choses sont très claires. Et vous savez, je pense qu'en politique, la cohérence, c'est important. Et je reste exactement dans la même ligne. Mais je voudrais vous expliquer aussi pourquoi. Dans la logique qui est la mienne, dans la façon de faire de la politique, je cherche à unir. Je cherche à rassembler. Il cherche à désunir Nicolas Sarkozy. C'est ce que nous faisions clairement en 2007. Les extrêmes, aujourd'hui, cherchent à diviser une société française qui est déjà beaucoup trop fracturée. C'est la raison pour laquelle je continuerai à me battre contre et Jean-Luc Mélenchon et M. Bardella. Est-ce que vous considérez que ce que dit là l'ex-chef de l'État, c'est un appel à l'union des droites? Vous diriez ça? Attendez, soyons clairs là. On va appeler les choses par leur nom. Union des droites? Non. Non, c'est l'union de la droite avec l'extrême droite. Et compte tenu aussi de ce que vous indiquez sur les sondages, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, chez nous, chez LR, viennent certainement à des réunions LR en pensant Rassemblement national. Qu'ils y aillent au Rassemblement national. Une clarification, ce que vous appelez de vos voeux. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. J'entends trop de personnalités chez les Républicains qui disent, quand même, quand il y a une élection législative, pas une voix pour la gauche. Non, je voudrais entendre pas une voix pour le Rassemblement national. Moi, je suis capable de dire, comme je le dis devant vous, à nouveau, très clairement, ni LFI, ni RN. Et chez moi, j'entends souvent ni LFI, ni LFI. On dirait qu'ils ont du mal à dire. C'est ce que dit Bruno Retailleau, le patron de votre parti. Vous aviez appelé une clarification il y a quelques semaines. Vous aviez appelé Bruno Retailleau à faire cette clarification de la ligne politique des Républicains. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre chef de parti? Je continuerai à l'exiger. Donc vous ne l'avez pas aujourd'hui? Toujours pas. Et je continuerai à me battre. Je ne suis pas du genre à baisser les bras ou à renoncer. Je ne suis pas le seul à porter cette demande de clarification. Jean-François Copé, Valérie Pécresse. Vous êtes minoritaire chez LR là-dessus Michel aujourd'hui, Tabarot. vous en avez conscience? C'est au moment, clairement, que cette ligne sera posée sur la table que l'on verra si les gens sont majoritaires
ou minoritaire. On verra le moment venu, mais pour l'instant, je ne renoncerai pas à mes convictions. Pour revenir à Nicolas Sarkozy, lui-même avait dit de vous l'expliquez dans votre livre, Xavier Bertrand, c'est celui qui me ressemble le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites encore partie de la même famille politique, Nicolas Sarkozy et vous ? Écoutez, il a indiqué très clairement qu'aujourd'hui, il se situait en dehors du champ politique. Voilà. Alors donc, vous n'allez pas me demander de faire un commentaire sur le positionnement politique qu'il tient. Vous savez, les liens que j'ai pour Nicolas Sarkozy, vous savez aussi, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous pensez également à l'épreuve qu'il a vécue. Il a ses preuves personnelles qu'il a profondément marquées, d'après ce que j'en ai vu, d'après ce que j'en ai lu. Sur ce sujet-là, il a voulu les expliquer dans un livre, à lui justement. Vous allez le lire, le livre ? Écoutez, la façon dont j'échange avec Nicolas Sarkozy, ce que je dis au livre, tout ça c'est clairement de mon ressort personnel, ça n'a pas à alimenter le débat public. Alors revenons sur les Républicains. Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à faire tomber quelques digues avec l'extrême droite. Bruno Retailleau donc parle, je le disais, d'un cordon sanitaire anti-LFI, pas avec le RN donc. Laurent Wauquiez aussi propose un rassemblement jusqu'à Éric Zemmour. Pardon, mais qu'est-ce que vous faites encore chez LR, Xavier Bertrand ? Me battre pour des convictions qui sont celles d'une famille politique qui a été dirigée par Jacques Chirac. Et c'est pas n'importe quoi l'histoire des Républicains. C'est pas n'importe quoi l'histoire de la famille gaulliste. Et cette famille, nos idées, la droite sociale que je veux porter à la présidence de la République, c'est une toute autre conception de la République. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi je déteste qu'en politique, on cherche des boucs émissaires. Et notamment, c'est le cas, LFI, la haine des riches, quand ça n'est pas effectivement l'antisémitisme qui anime l'esprit de nombreux dirigeants de LFI. Je vous pose cette question parce que vous avez déjà quitté LR en 2017. C'est très important. Vous l'envisagez à nouveau ou pas ? Je veux terminer, c'est très important de vous expliquer pourquoi je combats les dirigeants du Rassemblement national. Parce que, et derrière eux, c'est la peur de l'islam et la confusion, l'amalgame qu'ils font entre les musulmans et les islamistes. Mais on va aussi aller plus loin, parce que le Rassemblement national aujourd'hui, c'est deux choses bien différentes. Il y a un noyau dur qui est là depuis longtemps, depuis le début. Et ce noyau dur n'a pas changé. Depuis maintenant 40 ans, 50 ans, ce noyau dur est là. Ils ont changé de nom, mais pas d'idée, c'est ça que vous voulez dire ? Il y a le noyau dur qui n'a pas changé. Et il y a un électorat qui s'est constitué, qui n'est pas là seulement dans les sondages, dans les différentes élections. Et cet électorat, ce sont des Français qui ont été déçus, trahis, qui abandonnés par LR, en grande partie, mais pas seulement par les Républicains, aussi par les différentes formations politiques. Mais attention, le noyau dur, il est machiavélique. Le noyau dur, c'est exactement ce qu'il fait. Il a compris qu'avec ses idées, avec cet amalgame, notamment entre les musulmans et les islamistes, avec notamment ce rejet de l'étranger, de l'immigré, il ne réussirait pas à gagner. Et donc, ils ont décidé d'avoir une stratégie. Tiens, il faut une nouvelle vitrine. Ça sera Jordan Bardella. On va en parler plus tard dans l'émission de Jordan Bardella en détail. On va en parler, Xavier Bertrand. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui ce qu'est la stratégie du Rassemblement national. Et ça n'a rien à voir avec l'intérêt national. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt des Français. Donc quitter LR, c'est non pour l'instant. Mais vous n'allez pas revenir là-dessus. Je vais continuer, moi, à me battre à l'intérieur de LR. J'avais aussi indiqué très clairement à l'époque pourquoi j'étais parti, parce qu'on parlait exactement comme le Rassemblement national. C'était un peu pour les mêmes raisons qui pourraient être celles d'aujourd'hui. Mais on va en parler. Je vais vous dire une chose. Moi, ma famille politique, j'ai plus d'ambition pour elle que de la voir courir derrière le Rassemblement national ou devant le Rassemblement national. Je me bats pour qu'on soit nous-mêmes. Et encore une fois, vous savez, le principal danger qui guette les responsables politiques, c'est de ne plus penser par soi-même, c'est de ne plus être soi-même, et puis de passer son temps à avoir besoin des sondages pour savoir ce qu'on doit dire. C'est pas mon cas. Sur un tout autre sujet, débat très animé à nouveau à l'Assemblée cette semaine avec l'examen du budget de la sécurité sociale. Le vote final aura lieu après-demain, mardi. Avant de rentrer dans le détail avec Brigitte et François, si vous étiez encore député, vous le voteriez ce budget ? Oui, je le voterai. Je le voterai parce que, je ne fais pas partie de ceux qui disent que sans budget, c'est la fin du monde. Bruno Retailleau, sur une autre antenne, vient de dire qu'il était Lenny, est-ce que je peux expliquer les choses ? on va y aller dans le détail. Non, mais attends, on n'est pas un quiz où je dois répondre en 10 secondes quand même. Je voterai ce budget, pourquoi ? Notamment le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec des déficits astronomiques. Il faut savoir compter dans la vie. Et il faut savoir compter quand on exerce des responsabilités publiques, politiques importantes. Ce budget, s'il n'est pas voté, les médicaments continueront à être remboursés, les hôpitaux ne vont pas fermer. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est la fin du monde. Et je déteste qu'on rende les Français responsables de cette situation, alors que ce sont les partis politiques et surtout les deux extrêmes à l'Assemblée. Sauf que si vous n'avez pas
le vote sur le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a des choses qui ne vont pas se faire, notamment pour les infirmiers. Vous aurez également, très clairement, un déficit qui va filer. Je préférerais un bon budget, un meilleur budget que celui-là, c'est vrai. Mais je préfère qu'il y ait un budget, et je le dis aussi, la responsabilité aujourd'hui, c'est de se rendre compte, avec la composition de l'Assemblée nationale, qu'on est rentré dans une époque de compromis. Et que l'intérêt général, encore une fois, exige de la solidité, du sang-froid, et de la cohérence. Mais Xavier Bertrand, ce budget, est-ce qu'il ne penche pas trop à gauche? Vous dites, attention, les déficits, mais on est au-dessus de 20 milliards. Il n'y a pas de réduction de déficit. Ça, c'est l'ADN de la droite aussi. Oui, si Bruno Retailleau et si LR en tant que tel était resté au gouvernement, on n'en serait pas là. C'est-à-dire parce qu'on aurait pu peser de l'intérieur. Et si ce projet de budget ne nous avait pas convenu, on aurait pu dire qu'il y avait, dans ces cas-là, un fait politique. C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez cette semaine en partie. Et que nous en tirions les conséquences. Donc ça veut dire que Laurent Wauquiez ne fait pas le boulot? Ça veut dire qu'il ne réduit pas suffisamment les déficits? Vous êtes formidable. Moi, si c'est pour que, effectivement, je vienne aller donner un qualificatif à l'un et à l'autre, je ne participe pas à ce sport-là. Voilà, il y en a suffisamment qui ne font que ça, ils parlent des uns et des autres. Moi, j'essaye de me placer face à une situation politique et vous expliquer les solutions. Nous serions restés Retailleau a fait une erreur en quittant le gouvernement. Il serait resté, on n'aurait pas aujourd'hui un budget de cette façon-là. On n'aurait toujours pas de majorité. Hein. Oui, mais en tout cas, on serait plus fort à l'intérieur pour peser. Et c'est ça qui est important à mes yeux. Vous savez, depuis la dissolution, il n'y a pas de majorité stable à l'Assemblée nationale. Heureusement qu'il y a le Sénat qui permet de rectifier un certain nombre de choses, mais on est condamné à aller comme ça jusqu'à l'élection présidentielle. Et au-delà, donc ce qui veut dire qu'il faut trouver des compromis, parce que les compromis, et vous savez, je ne serais pas étonné, d'après tous les échanges que je peux avoir, que ce soit dans la région, que ce soit dans la région des Hauts-de-France, que ce soit aussi quand je rencontre des gens, par exemple en faisant des séances de dédicaces de livres, il me dit c'est vraiment pas terrible le budget, hein, mais quand même, il nous faut un budget. Et vous, là, entendez-vous, parce qu'il faut que le pays tourne. Et on a la chance... Il doit se faire à n'importe quel prix, alors? Non, c'est pas n'importe quel prix. La réalité, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir dans nos institutions ce que le général de Gaulle, ce que Michel Debré nous ont légué, c'est-à-dire des institutions solides, où on a prévu les différentes situations, les ordonnances, une loi spéciale. Heureusement que nous n'avons pas des institutions en carton-pâte. La colonne vertébrale de beaucoup de responsables politiques, elle est en caoutchouc, mais heureusement que les institutions sont solides. 149.3, il fallait le conserver? Je pense que d'écarter le 49.3 était une erreur, mais aujourd'hui, à partir du moment où un choix a été fait, je pense qu'on peut compter encore sur l'esprit de responsabilité de certains. Tiens, regardez chez Horizon. Édouard Philippe dit dans la semaine qu'il faut voter contre. Ou s'abstenir. Oui, c'était plutôt contre. Les députés Horizon, près du terrain, conscients aussi des responsabilités qui sont les leurs, n'ont pas voté contre ce budget. Alors, pardon, on va rectifier la consigne. La consigne d'Édouard Philippe, mardi dernier, c'était de ne pas voter pour. Donc, sous-entendu, voter contre ou s'abstenir. Quand on regarde les votes de vendredi, il n'y a que 4 députés Horizon qui ont voté pour, les autres se sont abstenus. Globalement, la consigne d'Édouard Philippe a été respectée. Oui, écoutez, vous pouvez vous faire l'avocat d'Édouard Philippe. Pas il du a tout, c'est les certainement faits. besoin en ce moment. Mais Xavier Bertrand, Édouard Philippe, il ne fait pas le choix de la cohérence. Cette semaine, on nous disait qu'il fallait que tout tombe. Non, il y a des députés qui ont su faire des choix responsables. Édouard Philippe, il ne fait pas le choix de la cohérence? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être fin observateur. Il ne veut pas d'augmentation d'impôts, il ne veut pas suspendre la réforme des retraites. C'est cohérent par rapport à ce qu'il dit depuis le début. Je vais vous dire une chose. Il faut voir clair dans le jeu des uns et des autres. Moi, je veux aujourd'hui que personne n'avance masqué. Il faut dire les choses en cohérence et en vérité. Et la vérité, parce que je ne veux pas qu'au moment des élections, certains puissent se dire « Ah ben, on ne savait pas ». La logique aujourd'hui d'Édouard Philippe, on le voit bien, c'est clairement d'accélérer le calendrier électoral. Il a demandé le départ du président de la République, d'Emmanuel Macron. Après le budget, ce qui quand même, pour un ancien Premier ministre et quelqu'un qui voulait être candidat à la présidence de la République, c'est pas faire preuve de responsabilité. Et comme il a vu que, bien évidemment, ça ne fonctionnait pas et qu'il était largement sanctionné par certains de ses soutiens et par d'autres, qui se dit maintenant, on va essayer de provoquer un clash à l'occasion du budget pour derrière avoir une dissolution, le renversement du gouvernement et à nouveau demander le départ du président. Je suis désolé, la responsabilité aujourd'hui, la cohérence, c'est de souhaiter que notre pays avance et qu'il n'y ait pas de bouleversement institutionnel. C'est aussi clair que ça. Et ce qu'il n'a pas pu obtenir en demandant la démission, il voulait l'obtenir en provoquant la chute du gouvernement sur ce budget. Je ne suis pas
à souhaiter, moi, la politique du pire. D'accord, mais restons sur le fond quand même. Quand vous entendez le commissariat au plan, la Cour des comptes, le Conseil d'analyse économique dire que, au fond, l'évolution démographique fait que le système social n'est plus finançable, qu'on est surendetté. Est-ce que vous comprenez, vous, en tant qu'homme de droite, que, au fond, le principal acquis de ce budget, ça va être de revenir sur la réforme des retraites, de geler le passage aux 64 ans? Qu'est-ce que vous allez raconter à la présidentielle de 2027 à vos électeurs? Je vais proposer une toute autre réforme des retraites. Laquelle ? C'est un sujet sur lequel je travaille depuis bien longtemps. J'ai commencé en étant député, en étant rapporteur du texte de 2003 sur les retraites, qui n'était pas une réforme facile à faire. Pour la première fois, nous mettions sur un pied d'égalité en termes de durée de cotisation le public et le privé. Et je pense qu'il y a eu des manifestations importantes, mais elle a pu voir le jour pour deux raisons. Tout d'abord, une raison de méthode. Le politique n'a pas cherché à imposer tout seul. Il a cherché un vrai partenariat, et notamment à l'époque avec la CFDT, qui a été formidablement courageuse. Ça n'était pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois en 2003 que la CFDT se montre en prenant des risques courageuse. Et donc, on parvient à un accord. Parlons de l'avenir maintenant. Non, attendez, c'est quoi je la n'ai pas terminé. Oui. On a 1 heure devant nous, là. C'est aussi pour ça que cette émission est intéressante. Pas que sur la réforme des retraites. Non, mais elle permet de développer. La deuxième raison, c'est qu'on demandait des efforts, mais il y avait de la justice. Ma boussole, c'est la justice. Parce que nous permettions à celles et ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans et à 16 ans. Et à l'époque, le gouvernement de Lionel Jospin avait dit, une demande des communistes, non, nous permettons que ça voie le jour. De la justice et une méthode, c'est ce qui fait le changement. Moi, je le dis, la réforme qui avait été présentée par Elisabeth Borne, qu'Elisabeth Borne elle-même a indiqué qu'il fallait la revoir, j'étais contre, et je l'ai dit, parce qu'il n'y avait pas cette justice. Donc moi, je suis en totale cohérence pour dire qu'en 2025... Vous êtes pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ? Non, je viens de vous le dire. Moi, j'étais sur la durée de cotisation. Mais c'est hypocrite, la durée de cotisation. On peut augmenter la durée de cotisation. Il faut forcément, si on veut avoir sa retraite à taux plein, partir plus tard dans l'âge. Parce qu'elle est beaucoup plus juste, la durée de cotisation comme critère. Vous prenez quelqu'un qui ne fait pas forcément beaucoup d'études supérieures. Vous prenez notamment des employés ou des ouvriers qui commencent à travailler plus jeunes. Même par exemple à 19 ans, par exemple. 19 ans, même 43 années de durée de cotisation, ça vous fait 62 ans. Le problème en France, c'est que quand on dit 64 ans, beaucoup qui ne connaissent pas bien le sujet disent « Regardez, en Allemagne, c'est 67 ans et nous, en France, on râle pour 64 ». Parce qu'en Allemagne, c'est 67 ans, mais vous pouvez partir avant, avec une décote. En France, vous ne pouvez partir avant que dans des cas très particuliers, les carrières longues ou la pénibilité quand elle est reconnue. La véritable justice, pour ne pas pénaliser les ouvriers, les employés, la classe moyenne, les catégories populaires, qui sont au cœur de mon projet, c'est de prendre en compte la durée de cotisation et aussi autre chose. Combien d'annuités vous voulez ? Il faudra progresser en fonction de l'espérance de vie, bien évidemment. On ne pourra pas rester à 43 ans. Il faudra augmenter. Mais il y a un autre facteur de justice. Donc mécaniquement, vous êtes d'accord que ça décale l'âge de la retraite ? En fonction de votre début de travail, d'entrer dans la vie active et avec la possibilité de pouvoir partir avant. Mais vous voulez qu'on évite les grands débats politiques où on va s'écharper sur la question ? Eh bien, on va confier aux partenaires sociaux le soin de gérer les retraites de base. Mais vous croyez qu'ils en ont envie quand vous voyez l'état des divisions ? Ils le font très bien pour les retraites complémentaires. Mais là, ils ne sont pas demandeurs. Quand vous voyez la façon dont l'État gère depuis des années, je pense que les partenaires sociaux, il faut les responsabiliser, il faut leur donner justement de nouveaux champs de compétences. Les retraites de base, je pense qu'ils sauront mieux faire et surtout, je vais vous dire pourquoi, qu'ils sauront inspirer confiance. Et le tout dernier point sur lequel j'insiste, les femmes. Pour beaucoup de femmes, l'âge de la retraite, ce n'est pas 64 ans, c'est 67 ans, l'âge auquel il n'y a plus de décote. Dès la réforme à l'époque qui avait été présentée, 2023, j'avais indiqué qu'il fallait que les femmes puissent partir plus tôt que 67 ans. C'est une question de justice. On dit que la France est impossible à réformer. C'est pas vrai. Xavier Bertrand. Ce que l'on oublie à chaque fois, c'est d'utiliser cette clé qu'est la justice. Savoir se mettre à la place des gens et ne pas oublier que ceux qui ont beaucoup de moyens réussiront toujours à s'organiser en matière de retraite. Et le dernier point sur lequel je vais insister, c'est la capitalisation. La capitalisation, l'épargne retraite existe pour beaucoup de Français, les fonctionnaires, la Préfond, les indépendants, la loi Madelin. Vous la défendez ? Il faut la généraliser en commençant partiellement en plus de la répartition et pas
à la place de la répartition. Vous avez Voilà pour la là réforme les des retraites bases de Xavier Bertrand. d'une réforme qui, à mon avis, apportera plus de justice, mais qui nous donnera aussi de l'efficacité pour garder ce pacte générationnel. On a parlé donc longuement du budget de la sécurité sociale. Le gros morceau est encore à venir. Après ça, c'est le budget de l'État, le PLF comme on l'appelle. Lui, il est constitutionnellement obligatoire d'ici le 31 décembre. Est-ce que franchement, vous pensez qu'on peut avoir ce budget-là voté à l'Assemblée d'ici la fin de l'année? Oui, je pense que c'est possible. Comment? Et 149.3. encore une fois, vous avez une possibilité, c'est que si on ne réussit pas à s'entendre tout de suite, il y a des lois spéciales qui sont prévues, qui permettent de ne pas avoir, comme aux États-Unis, le fameux shutdown. Et donc, en France, les médicaments seront remboursés, les fonctionnaires seront payés, on pourra continuer d'envoyer les enfants à l'école. Quitte à passer par une loi spéciale rapidement? Une loi spéciale, je Vous vous le dis. préférez la loi Elle est- spéciale ou le 49.3? Écoutez, je préfère qu'il y ait un budget voté normalement. Je préfère ensuite qu'il y ait une loi spéciale plutôt que rien. Et de toute façon, il faudra y revenir en début Il faudra d'année. bien un budget. Pourquoi? Parce que vous avez aussi un besoin d'augmenter nos dépenses de défense. Bien sûr. Vous savez qu'il y a normalement une marche importante qui a été une marche agrandie le 13 juillet dernier par le président de la République sur la loi de 3,5 milliards programmation en plus, militaire. Donc supplémentaires. 6,5 milliards en plus. 6 milliards et Et demi. nous ne pouvons pas avoir une année 2026 au cours de laquelle on n'aurait pas Mais cet vous pensez effort sur qu'en la défense. janvier, les députés seront plus matures qu'en décembre? Je fais jamais le pari du pire. Vous savez, il y a une très belle phrase d'Alain, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Oui, je suis optimiste et je continuerai aussi à prôner le fait qu'il y a une vraie voie de passage. Avec et un nouveau Premier ministre, Xavier Bertrand. Et qu'attention, les Français regardent les politiques et aujourd'hui ils sont exaspérés par la politique. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas franchir toutes les limites en la matière. On va parler et de de cette bien prendre en compte que exaspération, l'Assemblée tout à l'heure dans nationale, l'émission. c'est pas en vase clos. Et encore une fois, arrêtons de mettre tous les députés dans le même sac. Il y a deux qui mènent le bal et qui veulent que tout s'arrête, que tout tombe. LFI et le Rassemblement national. Alors- Voilà la vérité. Donc ne mettons pas tous les députés aujourd'hui dans le sac des extrêmes. On le voit bien derrière toute cette stratégie budgétaire dont on vient de parler longuement, Xavier Bertrand. Tout le monde fait ses petits calculs aussi, peut-être vous également, en pensant à la prochaine élection présidentielle. Parlons-en, en commençant par une liste non exhaustive. Je vous la fais. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, David Lisnard, Michel Barnier, François Bayrou. Et vous, donc, Xavier Bertrand, ça fait déjà 9 candidats possibles, si j'ai bien compté, plus ou moins déclarés, plus ou moins à droite, et tous des hommes, au passage. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord pour dire qu'à la fin, pour citer les grands auteurs, il n'en restera qu'un? C'est les Français qui le décideront. Comment? Il y a une élection présidentielle pour ça. Donc Non, mais 9 dès le avant- premier tour. Non mais comment vous faites pour vous départager? Soyons sérieux. Allons-y. Eh, attendez, Comment vous faites? vous êtes comme beaucoup avant vous, Monsieur Denis, vous n'êtes pas aussi âgé que moi, mais à Non, vouloir c'est vrai. faire l'élection présidentielle avant l'élection présidentielle. On est à 15 mois de l'élection présidentielle. Tout le monde y pense déjà, vous le Oui, prenez. non mais attendez, et moi je l'assume, oui je m'y prépare, Oui. moi je me cache pas derrière Mais ça mon se petit doigt, décide moi quand je n'avance pas masqué. Bon, Ça se décide quand? plus tard, beaucoup Non, mais plus tard. quand Dans un Écoutez, an, à l'automne Mais sans 2026. sans primaire, est-ce que la droite et le centre, ils seront au deuxième tour? J'essaye de répondre à Allez-y, chacun d'entre vous allez-y. séparément ou ensemble. Donc quand, Bon. primaire ou pas? Écoutez, déjà la primaire, alors moi je vais vous dire, je suis peut-être pas très intelligent, mais alors j'y comprends rien. Je n'y comprends. Le groupe de travail. Non, mais de il doit y en Bruno avoir Retailleau, une là, ou il ne doit pas y en Alors, avoir? attendez, le groupe de travail de LR, c'est pour désigner Pour réfléchir à une un modalité de candidat primaire. qui ensuite serait le candidat qui aurait le droit de participer à une autre grande primaire. C'est pas clair encore. Je vous l'accorde. Merci de le reconnaître vous-même. Mais il faut une primaire ou il en faut pas? Attendez, je vais essayer de vous répondre précisément aux uns et aux autres. Mais la primaire, donc, Laurent Wauquiez propose aujourd'hui cette primaire, c'est bien ça? De Gérald Darmanin à Sarah Knafo. D'accord. C'est lui qui était farouchement contre la primaire. Il avait Au même moment- lancé une Ouais, mais pétition. vous l'élection. avez évolué aussi. Vous non aussi, avez vous y avez participé à une participé, primaire, alors maintenant que- vous n'en voulez plus. Chacun Donc, voit son intérêt. Vous n'en vouliez pas et Ah vous y oui, avez ça je participé. peux vous dire que ouais, celle-là, je m'en souviens bien. hein. Celle-là, je m'en souviens bien de cette primaire fermée. Ma conviction, c'est que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Et à l'époque, j'étais persuadé qu'il était possible de rassembler les calculs des uns et des autres, vous les évoquiez tout à l'heure, et puis en plus, une primaire fermée où il faut faire des cartes. Chacun dans une élection a des gens qui viennent faire des Il a cartes. fini 4e Du sur coup, 5. Pas imaginer tout à fait la question des fausses cartes, mais enfin peut-être. Une primaire ouverte? J'ai été naïf, ce qui est un des plus grands défauts en politique. Mais ça, j'ai appris, ça je peux vous le confirmer. Donc Laurent Wauquiez était contre. Alors maintenant, il dit que c'est jusqu'à Madame Knafo. Et là, il y a Monsieur Zemmour qui dit de quoi il se mêle Wauquiez. Bon, ensuite, c'est pour quel type de projet? Il y a quelque chose qui unit les uns et les autres dans tout cela? Clairement, c'est pour faire quoi? Donc moi, je vous le dis très clairement, qui parle de leur primaire?
qui bosse sur la primaire. Ça sera Moi, sur vous. en attendant, je travaille pour un projet pour rassembler les Français et remettre notre pays sur la bonne Mais trajectoire vous voulez pas... qui redonne de la cohésion C'est et pas de la clair, fierté. c'est pas Non, clair, moi j'ai Xavier toujours pas Bertrand, compris j'ai pas comment on se compris. départage. C'est vrai qu'elle S'il n'est y a pas une- claire, cette primaire. S'il Ah y a oui, une vous avez primaire, raison, oui. Est-ce que vous y participerez ou pas? Je viens de vous dire une chose, là, clairement. Participer à une primaire avec les uns et les autres qui ne sont d'accord sur rien, mais Non. qu'ils en parlent de leur primaire, qui passent leur temps. C'est Moi, non. je suis sur autre chose. Et si ça va de C'est Gabriel Attal à Bruno Retailleau, donc pas avec Sarah Knafo, Éric Zemmour, là vous pourriez y réfléchir. Vous avez encore beaucoup d'invités d'ici la fin de l'année. Vous invitez probablement. Gabriel Attal, vous invitez Bruno Retailleau et vous leur posez la question. Mais c'est pas Moi- un nom définitif, c'est ça que j'entends dans votre bouche là. C'est pas un nom définitif, ça dépend du périmètre Non, mais de la attendez. primaire. C'est ça Et- que j'entends? Vous voulez que je vous dise un truc? On va échanger les sièges, vous allez me dire ce que vous avez envie d'entendre. Non, non, c'est une question. Voilà. Il y a un point Eh d'interrogation à la bien, fin de ma je phrase. viens de vous dire très clairement, en ce qui me concerne, cette élection, c'est une rencontre avec les Français. D'accord. Donc c'est Et non le à la meilleur primaire, on a compris. processus Ok. que leur truc invraisemblable, que leur process bidon, ça s'appelle une élection présidentielle. Ça veut dire qu'il n'y aura Voilà. peut-être pas de candidat de la droite et du centre au second tour. C'est un risque que vous prenez. Oui, je vais vous dire une chose. En 2015, aux élections régionales, il ne devait pas y avoir de candidat de la droite républicaine au second tour parce que la région a toujours été gérée, Nord-Pas-de-Calais, par la gauche, et Mme Le Pen était triomphante et largement en tête dans les sondages. Ça ne s'est pas passé comme ça au final. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas les candidats qui décident, c'est les Français qui décident. Alors, Et sur tous ces sujets-là, depuis le début de la Ve République, les Français ne se sont jamais trompés sur Sauf que les le choix Français, de ils leur mettent en président de tête la République. largement le Rassemblement national dans tous les sondages aujourd'hui. Oui, 36%, c'est ça? 36, Oui. 37. Oui, Madame Le Pen est arrivée à 42% au premier tour En 2015. de l'élection régionale. Elle ne l'a pas emporté pour des raisons aussi singulières à l'époque. C'est que les électeurs de gauche ont suivi les responsables politiques de gauche qui se sont retirés. Ils étaient arrivés troisième. C'est pas qu'ils m'aimaient, mais ils détestaient l'idée que notre région soit dirigée par l'extrême droite. alors Le Rassemblement national n'a pas gagné l'élection présidentielle. Mais par contre, il y a un défaitisme qui est ravageur. alors, Il y a beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui ont renoncé à se battre, qui se disent circuler, il n'y a rien à voir, ils vont gagner. Non, non, ils ne gagneront que sur les faiblesses des uns et des autres. Ils ne gagneront que sur l'incapacité à se parler, à trouver des compromis, notamment sur le budget et sur notre On va y venir tout de incapacité suite On sur va y le venir. RN. Mais marquer restons clairement quand même qui sur nous le- sommes. restons quand même. Si vous dites, moi je veux pas aller sur une primaire, donc ça va être les sondages qui vont départager. Vous voyez, les sondages, ils sont très variables d'une saison à l'autre. À quel moment on arrête les compteurs et à quel moment vous vous dites, ah ben si Xavier Bertrand, et ça y est, il a sa chance. C'est pas les sondages qui jouent, c'est les Français qui ont C'est envie ce que de vous dire. écrivez dans votre livre, les sondages. Attendez. Pardon, hein. Je vais vous répondre. Allez-y, Mais quelle impatience! Allez-y. Quelle impatience! il faut qu'on avance. C'est Allez-y. ce que j'essaye de faire. Ce sont les sondages qui diront qui les Français veulent voir sur la ligne de départ. Très clairement, il n'y aura pas 9 candidats. Très clairement, parce que la vraie question, c'est qui a envie de se battre et qui a un projet. Et qui est capable de battre le Rassemblement national. Parce que c'est eux qui seront au second tour. Pardon, Qui Xavier évitera le duel Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella. Vous êtes à Et qui, en 5,5%, étant élu, et qui le en Jordan étant Bardella élu, est à 37%. qui en étant élu sera effectivement capable, parce qu'il faut ramener une politique difficile, d'avoir la justice pour éviter une nouvelle crise comme celle que nous avons connue avec les Mais Gilets les jaunes. chiffres sont C'est tout clairs, ça. Xavier Bertrand. 5,5% pour vous dans les sondages, 37% pour Jordan Bardella. Vous me réinvitez quand alors? On va en reparler. Non, Vous savez, j'ai déjà entendu ça à différentes reprises. Je n'ai pas besoin de vous refaire Arlette Chabot et Jacques Chirac. D'accord? Parce qu'effectivement, si on n'écoutait que les sondages et les commentateurs, il n'y a plus la place pour la politique, c'est-à-dire convaincre. Voilà. Oui, et on mais oublie que le attendez. véritable arbitre, ce sont les Français. Ce que dit Brigitte, c'est est-ce que vous sentez, vous, sur le terrain, une vague en faveur du Rassemblement national? Au fond, ce que traduisent les sondages, ils sont très très en avant. Et comment est-ce qu'on combat cette vague si elle existe? Tout simplement, je Vous la voulais- sentez d'abord ou pas? Attendez, vous me dites ça à moi, Oui. qui suis dans la région des Hauts-de-France, Absolument. aux premiers postes, aux avant-postes, pour les combattre. Que Mais vous bien avez sûr que fait je reculer, sais, d'ailleurs. parce que très clairement, je vois bien, c'est l'exaspération, c'est la colère, et c'est la façon dont ce noyau dur se sert des colères pour essayer de rassembler un électorat plus large. Parce que, regardez, aujourd'hui, dès qu'il y a une difficulté, mais le Rassemblement national fait juste attention à arborer un grand souvenir, un grand sourire. C'est ça leur problème. D'ailleurs, regardez leurs propositions. Elles ne viennent jamais le premier jour quand il y a un sujet. Ils attendent 2 à 3 jours d'avoir des sondages. Pensez par soi-même. C'est une responsabilité en politique. Écoutez les Français, mais proposez par soi-même. Aujourd'hui, vous ne savez pas exactement quelle est leur ligne parce qu'ils attendent de savoir Mais dans est-ce que quel les sens va les Français, vent. ils n'ont pas envie d'essayer le RN? Je ne crois pas. Je ne le crois vraiment pas. Et encore une fois, excusez-moi, mais
En politique, on dit qu'il y a les diseux et les faiseux. Je vais parler aussi de l'expérience qui est la mienne dans ma région. Je vous ai dit en 2015 comment j'avais été élu, grâce au retrait de la gauche. En 2021, l'histoire n'était plus du tout la même. En 2021, tout le monde était contre moi. Madame Le Pen n'est pas revenue. Elle a envoyé son porte-parole, M. Chenu. La gauche était totalement unie et M. Macron avait envoyé 5 ministres pour essayer de me faire mettre un genou à terre parce qu'il y avait la présidentielle derrière. J'ai fait reculer avec mes amis le Rassemblement national de 16 points, madame. 16 points. Il n'y a jamais un endroit où il a tant reculé. Pourquoi ? Les gens ne sont pas devenus amoureux de moi, mais ils reconnaissent que je me batte et qu'il y a des résultats. Et c'est ce que les Français attendent. Ils veulent que ça aille mieux en matière de sécurité, de maîtrise de l'immigration. La classe moyenne veut retrouver espoir. Ceux qui travaillent ne veulent pas que la fin du mois, ce soit le 15 du mois. Et on veut avoir ces liens entre nous que sont la santé, l'école. Sur tous ces sujets-là, ils veulent des résultats et ils veulent également avoir un projet fort, pas de l'eau tiède. C'est pas si compliqué que ça d'entendre les Français. Par rapport à il y a 5 ans, toute une partie du patronat qui est en train maintenant de passer du côté du Rassemblement national, de Bardella, en se disant bon, Bardella, ça sera Mélanie, on va en faire ce qu'on veut. Vous ne sentez pas ça ? Madame Mélanie, c'est celle qui avait dit qu'il n'y aurait pas d'immigration en Italie et qui, je crois, ce sont plusieurs centaines de milliers d'immigrés qui sont venus en Italie, notamment pour des besoins économiques. C'est bien elle dont on vous parlait. Voilà. Très intéressant de voir justement ce qui est dit avant et ce qui est fait après. On n'a pas besoin de craindre l'étranger, de ce qui se passe à l'étranger, ou effectivement de chercher des références. On est en France, il y a de nombreux exemples où nous pouvons très clairement montrer ce que nous sommes capables de faire, nous, droite républicaine, cette droite sociale, à la fois de rassembler et de proposer un projet qui redonne de la confiance et de l'espoir. Oui, c'est possible. Autrement, je ne m'engagerai pas. Autrement, je ne serais pas là ce matin pour vous expliquer mes convictions. Autrement, ça fait des années que j'aurais baissé les bras et que j'aurais renoncé. Mais vous dites, c'est pas dans mon caractère et c'est pas à mon avis ce que souhaitent les Français. Vous dites les sujets forts, c'est la sécurité, c'est l'immigration, c'est le pouvoir d'achat. C'est exactement les idées qui sont mises en avant par le RN depuis toujours. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné la bataille des idées ? Mais attendez, sérieuse quand vous me dites ça là ? Mais ils ont gagné quelle bataille des idées ? Ils ont gagné quelle grande élection ? Parce que même aux différentes échéances, on sait aujourd'hui qu'il faut valoriser le travail. Ce sont eux qui ont refusé les mesures, le Rassemblement national, pour faire reculer l'assistanat. Il faut un contrat dans notre pays, un contrat social, un contrat politique, un contrat sociétal, c'est-à-dire des droits et des devoirs. Ce sont les seuls qui disent à chacun ce qu'ils ont envie d'entendre, les seuls. C'est pas comme ça que vous faites la politique. Et je vous le dis, plus on approchera de l'élection, plus les masques tomberont. Et encore une fois, les Français jugeront en toute connaissance de cause. Ils regarderont au fur et à mesure à qui ils confieront la responsabilité du pays pour les 5 ans qui suivront. Ça veut donc dire gérer un pays de 68 millions d'hommes et de femmes. Et on regardera aussi autre chose, l'expérience, la solidité et le sang-froid. Et je voulais vous dire une chose. C'est la Jordan Bardella, là. Bien sûr. Oui, mais c'est un atout pour le moment. C'est un problème qu'il ait 32 ans en 2027, Jordan Bardella ? Son âge, c'est un problème pour vous ? Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez exercer des responsabilités dans une entreprise, parfois même dans une collectivité locale... Gabriel Attal a été Premier ministre à 34 ans. Là, mais président de la République, c'est pas tout à fait la même chose. Emmanuel Macron, 40 ans. Oui, d'accord. Et vous n'allez pas comparer non plus Emmanuel Macron à Jordan Bardella. Et je peux d'autant plus le dire. Si j'en crois les sondages, c'est un scénario possible à ce stade. Moi, je vais vous dire une chose. Non, vous n'allez pas le comparer. Moi, j'ai un gros avantage, c'est que mon bilan, il est à la tête de la région et mon bilan n'est pas macroniste. À la différence de beaucoup, ou quasiment de tous, que vous avez cités tout à l'heure. D'accord ? Moi, je suis un Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je suis, pardon ? Vous avez failli devenir son Premier ministre l'été 2024. Eh bien, on va se poser. C'était en appelant un opposant pour mener une politique différente en matière d'autorité, en matière de pouvoir d'achat pour les classes moyennes et en matière de services publics. Et il le savait. Et au final, très clairement, c'est parce que Mme Le Pen a dit si c'est Bertrand, on censurera tout de suite, qu'il n'a pas pris ce risque. C'est fini, c'est sa responsabilité. Vous ne serez pas Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ah oui, ça je peux vous dire. Et quand je suis venu ici chez vous ce matin, c'était pas avec un CV dans la poche pour dire je suis candidat à quoi que ce soit. Ça le mérite d'être clair. Vous savez clairement à quelle échéance aujourd'hui je me prépare en continuant. Mais on était sur Jordan Bardella et sa jeunesse. Est-ce que c'est quand même pas un atout au moment où les Français se disent on veut tourner la page, on en a ras-le-bol. Mais M. Nenni n'était pas là-dessus. C'est que vous comparez quelqu'un qui aura été M. Macron avant, ministre de l'économie et des finances, qui a fait différentes réformes, qui était secrétaire général de l'Élysée avant. Attendez, on va jusqu'à... J'ai effectivement dit,
Parce que beaucoup pensent comme moi, mais personne n'osait le dire. Vous pensez bien, le Rassemblement national est à 36%. Si c'est eux qui gagnent, il ne faut pas avoir de parole définitive. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et donc, à 30 ans, vous pouvez avoir le dynamisme, vous pouvez avoir une envie pas possible, mais vous n'avez pas la même expérience. Je n'ai pas la même expérience à 60 ans qu'à 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les responsables du Rassemblement national, le petit doigt sur la couture du pantalon, Bertrand, c'est un nul. Il est là depuis 30 ans. Oui, enfin, je n'ai pas été président de la République, jusqu'à preuve du contraire. Bon. Mais il n'y en a pas un qui a trouvé les arguments pour défendre M. Bardella. Vous avez vu M. Tanguy l'autre jour ? Qui était dans l'audiovisuel public, là, mais comment il a ramé le pauvre pour essayer de trouver des arguments qu'il n'a pas trouvés. Ils sont tous d'accord pour me tomber dessus, mais il n'y en a pas un pour dire non, il a l'expérience. Même Mme Le Pen, elle me tape dessus, je la connais, mais elle n'a pas trouvé un seul argument pour dire si, il saurait gérer. Il y a un député européen, qui a trouvé les arguments. Il dit non, il faut arrêter de dire que M. Bardella, il n'a pas d'expérience. Et il a eu des jobs d'été quand même. Oui, non, mais ils sont sérieux. On parle de la présidence de la République. On parle de diriger un pays comme le nôtre. Je suis désolé, l'expérience, ça compte. Et vous verrez que plus on approchera de l'élection, plus vous parlez notamment des entrepreneurs, on se pose vraiment la question de savoir si celui qui est capable de tenir la barre, en cas de tempête, il est solide ou pas. Prenons un peu de champ, Xavier Bertrand, avant de passer au portrait de Brigitte. Si je vous demande, tiens, quel est à vos yeux le problème numéro 1 en France aujourd'hui, vous me répondez quoi ? Le problème numéro 1 ? Oui, quand on interroge les Français. Pour moi, c'est le défaitisme. Attendez. Non, mais c'est intéressant parce que je vous pose cette question parce que le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, tous les 5 ans, mène une étude. Et vous savez, c'est pas l'immigration, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas le défaitisme. Ils disent c'est vous, les politiques, la vie politique. Est-ce que vous les comprenez, les Français, quand ils répondent ça à plus de 30%? Oui, je les comprends. Et oui, je vais vous répondre plus en détail. Oui, je les comprends. Et Françoise Fressoz me le disait tout à l'heure. Évidemment que j'entends, que je vois tout ça. Les Français sont exaspérés, écœurés. Et ils mettent aujourd'hui dans le même sac le maire élu local qui se bat dans une commune pour essayer d'être le plus efficace possible pour ses concitoyens et les députés des extrêmes qui ne souhaitent qu'à faire tomber le gouvernement et provoquer une crise. Vous avez une part de responsabilité dans ce tout le monde est mis dans le même sac. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je vous dis le défaitisme. C'est parce que je pense que les Français sentent qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ne se battent plus, qui sont fatigués ou qui n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce qu'ils pensent que c'est l'Europe, la finance, l'économie, la technostructure, le juridisme qui empêchent de faire. Non, la politique, elle se délègue pas, elle se partage pas, et il faut assumer ses responsabilités, que ce soit l'Europe, que ce soit dans les ministères. Et quand vous avez le sentiment que vos responsables se battent, vous leur faites confiance. Mais je ne suis absolument pas surpris par ce que vous venez de me dire. Il y a le défaitisme qui consiste à dire... Vous êtes sentivisé ou pas? Il y a le défaitisme qui consiste à se dire le Rassemblement national a gagné. Non. L'élection présidentielle, ça sera Mélenchon-Bardella. Non. Que la France est un pays condamné à être en deuxième division? Absolument pas. Que nous sommes condamnés à vivre face à face, comme le disait à l'époque M. Collomb? Non, c'est pas une fatalité. La seule chose, c'est encore une fois, est-ce qu'on prend la mesure des difficultés et est-ce qu'on a le courage de faire? Maintenant, on ne m'empêchera pas de penser qu'au-delà de l'insécurité, notre problème, c'est le rapport au travail et c'est la question du niveau de vie de nos concitoyens. On s'étonne des chiffres de la natalité. C'est déjà dur à deux. Et donc, pour faire des enfants, qui est la plus belle chose qui soit, se dire qu'on ne sait pas comment on va faire, ça joue. Et puis, il y a autre chose. Quand les classes moyennes, aujourd'hui, se disent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, il ne faut pas s'étonner que le désespoir soit partout. Et moi, je me bats pour redonner de l'espoir. Vous êtes l'invité de Questions Politiques, Xavier Bertrand, et on va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui. Questions politiques sur France Inter. Et celle qui dévoile nos invités, c'est Brigitte Boucher, notre spécialiste des biographies et des archives. Brigitte. Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National. Nous sommes là au premier tour des élections régionales de 2021. Le RN fait moitié moins qu'en 2015, où Marine Le Pen avait totalisé 40% des suffrages. Vous avez réussi donc votre pari et vous avez fait de la lutte contre le RN votre ADN politique dans une région où la tentation de l'extrême droite, on en parlait tout à l'heure, est forte. Alors en 4 minutes, on ne peut pas vraiment résumer votre parcours politique. Vous avez été ministre de la Santé et du Travail sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy. Vous êtes aussi un des premiers opposants à Emmanuel Macron depuis 2017 et vous allez donc retenter votre chance
pour la présidentielle, on l'a bien compris, en 2027. Issu d'un milieu ouvrier modeste, vous répétez à l'envie que vous n'avez fait ni Sciences Po ni l'ENA, mais que vous avez gravi les échelons grâce au travail, au mérite, des valeurs de gaulliste social que vous revendiquez dans votre livre. Moqué en petit assureur de province, vous croyez en votre destin pour changer l'avenir de la France, car rien n'est jamais écrit, c'est le titre d'ailleurs de votre livre. Est-ce qu'il y a une forme de revanche chez vous, Xavier Bertrand ? Absolument pas. On m'a souvent posé la question, ça n'a forgé chez moi aucune volonté de revanche, aucun esprit de Une revanche. forme de résilience peut-être ? Oui, peut-être de résilience, et puis je me suis fait à cette idée, je dis souvent que le mépris de certains est un manteau qui m'a tenu chaud l'hiver. Ça tombe bien, les hivers sont rudes dans les Hauts-de-France. Comme vous, Gérald Darmanin met en avant ses origines modestes. C'est ce qui vous a rapprochés tous les deux. Il était votre directeur de campagne sûr, ouais. En 2015. Est-ce que vous diriez que c'est un ami, si tant est qu'on peut avoir des amis en politique ? Ouais, si tant est qu'on peut avoir des amis en politique, ouais. Il y a un Ouais, doute. tout à fait. C'est que... Non, Pas non, tout à fait sûr. c'est pas ça, c'est que Ça peut être un concurrent. Ami dans la vie, adversaire à la ville. les Français décideront, ne vous inquiétez pas. Dès 2013, vous dévoilez vos intentions pour la primaire. Vous qui êtes entré à l'âge de 16 ans en politique, vous y pensez depuis combien de temps à la présidentielle ? Je l'explique dans le livre, c'est au moment des grandes crises de 2008, je vois dans la table qu'il y a Crise financière. bureau à côté du bureau de Nicolas Sarkozy, je vois les décisions qu'il prend, je vois la force du discours de Toulon, le fait qu'il intervienne au bon moment, et je me dis si c'est pas lui qui prendrait ce type de décision. Et c'est à ce moment-là que vient cette idée, parce que j'ai eu à faire des réformes importantes. J'ai parlé de 2003, j'étais rapporteur. Il y a l'interdiction de fumer dans les lieux publics, qui n'est pas si facile à faire que cela. Notamment Nicolas Sarkozy, il n'est pas très favorable. Jacques Chirac est à fond Chirac pour. non plus. Hein. Ah si, non, Chirac. Non, Chirac, ah non. il dit vous allez nous remettre dans la rue. Non, mais c'est au lendemain dans du les CPE. Il me dit, tu vas nous remettre des millions de Français dans la rue. Je lui dis, oui, mais là, c'est pour leur bien, c'est pour fumer dehors et ne pas gêner les non-fumeurs. Non, parce qu'il m'explique, lui qui a été fumeur, que c'est un combat essentiel et que j'ai raison de le faire. Il y a eu le service minimum dans les transports. C'est ça qui me plaît dans la politique. Vous voyez, il y a une différence par rapport à beaucoup de responsables que j'ai observés. Beaucoup sont obsédés par la conquête du pouvoir, gagner. Moi, c'est l'exercice des responsabilités, c'est-à-dire de transformer les choses et de pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens. Je continue à penser que la politique est là pour améliorer la vie des gens et pour permettre à notre pays d'aller mieux. C'est ça qui me plaît dans la politique. Vous avez été maire de Saint-Quentin dans l'Aisne. À l'époque, vous aviez dit que vous ne célébreriez pas de mariage homosexuel, sauf si aucun adjoint n'acceptait. Vous en parlez dans votre livre, vous avez changé d'avis ? Oui, parce que l'erreur que je fais à l'époque... Bon, déjà, cette erreur est due au fait qu'un regret. La droite républicaine ne comprend pas qu'il faut faire évoluer le Pacs et que le mariage est la reconnaissance de l'amour, avant tout. C'est pas l'un des plus beaux mots de la langue française, Donc, à amour, l'époque, c'est l'une des plus belles À choses. l'époque, vous ne reconnaissiez pas ça non plus. Non, tout à fait, parce que je pensais qu'il fallait faire évoluer le Pacs, on l'avait pas fait, et je pensais qu'on pouvait encore faire évoluer le Pacs. La société ne pouvait plus rester dans une logique où cet amour entre deux personnes du même sexe était nié, était refusé. Et je célébrerai un mariage, c'est celui d'un ami, qui est l'un de mes collègues au conseil municipal, et je m'en explique ce jour-là, en disant que je n'ai pas vu ça, et que Mais à c'était culpa. une erreur. Mais à culpa. Si vous n'aviez pas fait de la politique, vous avez été assureur, mais vous auriez fait quoi ? Avocat ou journaliste. Ah, journaliste, Journaliste. vous avez... Avocat, Ouais. j'avais d'ailleurs à l'époque déjà, je suis allé rechercher un dossier au CFJ, Centre de formation des journalistes, Oui, c'était rue du très bonne Louvre, école, rue du parisienne. Louvre à l'époque. Et puis le sénateur avec qui je travaillais ensuite me fait une proposition dans la semaine qui a suivi, donc j'ai jamais rempli ce Vous dossier. avez une certaine Ou avocat, indulgence pour notre métier. c'est l'avocat, c'est de défendre, et de défendre des causes, c'est de plaider. Et c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup. Xavier Bertrand, nous avons demandé de venir avec un sujet sur lequel vous voulez braquer les projecteurs, sur lequel on vous entend un peu moins. C'est votre gros plan, votre carte blanche. Vous avez choisi de nous parler de quoi alors aujourd'hui ? De culture, et j'en parle. J'en parle souvent parce que j'ai eu la chance d'être élu à la tête d'une région où la culture n'était pas une page blanche. Martine Aubry à Lille, en faisant de Lille capitale de la culture. Les efforts conjugués à la fois de Daniel Percheron, président de région, et de Jacques Chirac nous ont permis d'avoir le Louvre-Lens. Et je crois que la culture est un combat essentiel dans notre société. Essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet de s'ouvrir. C'est ce qui permet de faire recueillir l'ignorance. C'est ce qui permet aussi de se construire. C'est ce qui permet de grandir. La culture sous toutes ses formes. Et C'est aussi par opposition au RN ? Non, c'est déjà à titre personnel, déjà la première des choses. Vous savez, faire barrage, c'est pas un projet.
Faire barrage aux extrêmes n'est pas un projet. Ce qui est important, c'est le projet que vous portez. Et ce que je porterai, notamment pour 2027, c'est l'idée que la culture doit rentrer dans le socle éducatif français. C'est pas à l'école que ce soit une option avec plus ou moins d'heures, c'est que ce soit au cœur du projet éducatif. Ça veut dire très clairement que l'on construit notre système éducatif avec la culture et autour de la culture. Regardez notamment la question de la lecture. La lecture, je vais proposer en cette année 2026 une feuille de route, une ambition pour la lecture dans notre région. Et c'est Laurence Angèle, qui est l'ancienne présidente de la BNF, qui m'a apporté sa contribution pour qu'on fasse quelque chose de très novateur. Développer la lecture. On ne peut pas laisser... comme le dit notamment la politologue Chloé Morin, ne pas tenir compte de l'intégrité cognitive de nos enfants s'il n'y a pas d'alternative. Vous voulez qu'il y ait moins d'écran pour les enfants, alors il faut de la lecture. Et je fais aussi un appel aujourd'hui ici, c'est que le budget de la culture, il est malmené comme tous les budgets. Rachida Dati se bat comme une lionne pour ce budget, mais il faut que le Premier ministre entendent également qu'on ne peut pas avoir des états généraux de la lecture qui ont rassemblé autant de monde, qui étaient autant prometteurs, et d'avoir des crédits pour la lecture qui, en 2026, seraient en tel recul. Il faut que le Premier ministre se batte également pour imposer que la lecture ne soit pas une variable d'ajustement au moment où on a besoin notamment de ne pas laisser le monopole des loisirs et autres aux écrans, aux algorithmes et aux plateformes. C'est un moment où ça se joue. Je le fais dans ma région. Je continuerai à me battre pour la culture. Et voyez, on renonce à la culture, on acceptera une forme de soumission. On se bat pour la culture, c'est qu'on pense que la liberté a toujours sa place dans notre société. En parlant de culture, Xavier Bertrand, vous avez vu ce sondage dans la Tribune dimanche ce matin. 69% des Français disent avoir une bonne image de la télévision et de la radio publique au moment où une commission d'enquête parlementaire examine en quelque sorte le fonctionnement de ces médias, dont France Inter et France Info. Comment vous interprétez ce sondage ? 69% de soutien. Vous êtes surpris, vous ? Pas moi. Pas moi. Mais évidemment que les Français sont attachés à l'audiovisuel public. Alors c'est toujours compliqué de le dire sur une des antennes de l'audiovisuel public. Mais pourquoi ? Parce que pour les Français, c'est aussi la garantie du pluralisme. D'ailleurs, tous ceux qui veulent la peau de l'audiovisuel public, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y en a beaucoup qui... tiens, allez. Monsieur Ciotti, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, pourquoi ? Parce que c'est le pluralisme qui leur pose problème. Le public, la partie, le service public de l'audiovisuel, bien sûr qu'il y a des réformes qui sont amenées, bien sûr qu'il y a des évolutions qui sont à conduire, mais vous perdez cela. Vous perdez aussi cette liberté de choix. Et ceux qui disent, mais de toute façon, on n'a pas besoin, eux qui sont très attachés sur cette question-là, comme la culture, à tout remettre en cause. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Chenu sur les films financés par le Centre national du cinéma ? Donc les films populaires, ça va, les films d'auteur, ça va pas. Moi, je vais vous dire, la culture, ça rimera jamais avec censure. C'est aussi pour ça que je combats les extrêmes. Attendez, je finis juste là-dessus. Dans ces cas-là, si on prend le succès public... il y a un problème là pour M. Ciotti, pour M. Bardella, c'est qu'il y a des auditeurs qui regardent, il y a des téléspectateurs, donc leur raisonnement ne tient pas. Ce qu'ils veulent en affaiblissant l'audiovisuel public, c'est casser le pluralisme. Je suis philosophiquement, fondamentalement, au fond de mes tripes, attaché à la liberté de choix. Et cette liberté de choix repose dans des pays comme le nôtre sur l'audiovisuel public aussi. Allez, on avance. Comme chaque semaine, Françoise Fressoz interroge une question qui sera au cœur du débat public et de la présidentielle dans 1 an et demi. Ce matin, Françoise, c'est la question de la décentralisation. Oui, elle revient vraiment à la mode. Et vous avez été depuis très longtemps un des adeptes de ce que vous appelez la République des territoires. Mais je voudrais savoir en quoi la décentralisation serait la bonne réponse à la crise actuelle quand on voit comment ont évolué les lois de 1982, les lois Raffarin, c'est-à-dire enchevêtrement des compétences, personne n'y comprend rien, chacun se renvoie à la responsabilité. Qu'est-ce qui pourrait faire que tout d'un coup, il y ait une clarification et que ça devienne la bonne recette ? Je vais vous dire, pour ne pas parler de moi seulement, que Sébastien Lecornu, dès le début de l'année, prenne à bras-le-corps ce sujet, pas pour faire une énième loi de décentralisation, mais pour entendre le projet que porte Jean-Louis Borloo et que je porte. C'est un changement en profondeur. C'est pas comme on dit chez moi, c'est pas une loi de décentralisation où telle ou telle association d'élus va y trouver son compte. Le constat est le suivant. La France est un pays formidable, mais beaucoup trop centralisé. C'est à Paris qu'on a le trousseau avec toutes les clés de toutes les politiques. Ce que je souhaite, c'est que Paris garde sur ce trousseau les clés du régalien. La sécurité, la justice, la maîtrise de l'immigration, la défense. Sur la santé, que l'on soit sûr que l'on soit remboursé de la même façon à Lille ou à Marseille ou au cœur du Cantal.
que sur l'éducation, il y ait une part de programmes nationaux et qu'ensuite on laisse de l'autonomie à qui? Une partie des clés, je l'ai dit tout à l'heure, aux partenaires sociaux. Une autre partie des clés pour l'État et les élus dans les régions, dans les provinces. Parce que dans ces cas-là, Françoise Fresso, on fait confiance. Alors, je vais vous donner un exemple pour simplifier. Oui, non. Moi, vous m'avez dit enchevêtrement, je vais vous répondre à ça. Ce que j'ai observé, c'est souvent un jeu de défauts, où, au fond, les élus locaux disent « Ah, ben, on n'a pas l'argent, c'est à cause de l'État », où personne ne prend ses responsabilités. On voit aussi, par exemple, sur la question économique. Vous êtes très bien placé pour le savoir sur votre région, sur, par exemple, les batteries électriques. Il y a un enjeu, vous avez créé des gigafactories, mais on voit aussi que la Chine est absolument dominante sur ce marché et qu'il faut faire l'épreuve de force avec la Chine. Est-ce que vous, président de région, vous seriez plus efficace qu'un président de la République qui essaye d'aller en Chine et qui dit il faut faire des droits de douane au niveau européen? C'est ce que je viens de vous dire. L'État garde une partie des responsabilités, mais pour tout ce qui va concerner notamment la vie quotidienne ou la mise en œuvre, c'est clairement dans les territoires, dans les régions, dans les communes. Le logement, je veux les pas. transports. Attendez, les territoires sans l'État, ça n'existe pas. Vous avez raison. Il peut y avoir une alliance des régions pour l'industrie automobile, ce que je m'emploie à faire pour l'acier. Mais au bout d'un moment, les négociations internationales, la géopolitique, ça se traite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la défense, la diplomatie. Mais pour le reste, regardez. Moi, je propose effectivement d'aller beaucoup plus loin que les propositions qui sont sur la table. Commune, intercommunalité, communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, c'est le même élu, déjà. C'est l'élu de la mairie qui siège dans l'intercommunalité. Je propose que ce soit la même chose, département et région. Nicolas Sarkozy avait déjà fait ça, Plutôt, le conseiller territorial. Non, on l'a pas fait, ça n'a jamais vu le jour. Mais je veux aller jusqu'au bout. Plutôt que de dire, alors, faut garder le département, faut garder la région, ce sera le même élu. Un exemple d'efficacité. Les départements gèrent le RSA. Et on sait qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de ramener à l'emploi. Les régions gèrent la formation des demandeurs d'emploi. Imaginez le même élu et donc la même structure. Vous aurez un retour à l'emploi beaucoup plus efficace. Vous avez une cité scolaire, un collège, un lycée. Il faut rénover la cité scolaire. Oh, mon Dieu, bon courage pour harmoniser les agendas. Si c'est le même élu, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et vous aurez en plus à terme, tiens, pour les cantines, pas 2 cantines approvisionnées différemment pour le collège et pour le lycée. La même, c'est de l'efficacité. Et donc, pour notamment l'industrie, on aurait la possibilité, on le fait déjà aujourd'hui beaucoup dans la région des Hauts-de-France, on pourrait aller plus vite, parce que les préfets pourraient aussi avoir la possibilité d'adapter les textes nationaux pour pouvoir être plus efficaces. Dans ma région, on a réussi à diviser à peu près par 2 le délai d'installation des usines. On pourrait aller beaucoup plus loin si on confiait les clés à l'État dans les territoires et plus à Paris, et clairement sur le terrain. C'est de l'efficacité que je cherche. Tout ce que vous décrivez, c'est très positif, mais est-ce que ça repose pas au fond aussi sur la personnalité des élus locaux? Autrement dit, vous avez des très bons élus locaux qui vont développer leur territoire, puis d'autres qui le seront beaucoup moins. Et est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une crise du personnel politique? C'est les Français qui choisissent. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la politique. Si les gens sont bons, peut-être qu'ils seront gardés. S'ils sont nuls, ils ne seront pas gardés. Et puis ce que je propose également, vous l'avez vu, c'est une sorte d'alliage. Les préfets qui connaissent bien la réalité du terrain avec les élus, sans oublier le monde économique et social. Ce qui est important, vous voyez, on en a peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entrepreneurs. Et pas seulement les grandes entreprises, y compris les commerçants, les artisans, les professions libérales, les TPE, les PME. Il nous faut, ceux qui créent de la richesse, il faut arrêter de les entraver. Et je vais me battre, dès le début de l'année, pour que, une fois les budgets adoptés, nous n'ayons pas le statu quo pendant un an. Je veux que la France aille de l'avant avant la présidentielle. Je ne fais pas partie de ceux qui disent « moi j'ai des idées, je les garde pour 27, vous souffrez d'ici là, ben vous n'aurez pas mes idées ». Je mettrai mes idées dans le débat dès 2026, de façon à ce que notre pays aille de l'avant. C'est aussi une façon, en obtenant des résultats, si les Français vont bien, vont mieux, de ne pas voir effectivement le scénario du pire se produire. Mais il faut se battre pour ça. C'est la fin de l'émission, il reste 2 minutes, c'est la tradition, on finit avec un vrai ou faux, vous êtes prêts? Vous vous appelez régulièrement avec Emmanuel Macron, vrai ou faux? Faux. Bruno Retailleau ne peut pas rassembler la droite, vrai ou faux? Ah, c'est vrai. Il ne peut pas rassembler la droite, vous en êtes persuadé, c'est le président de votre parti, il se prépare pour la présidentielle. Vous m'avez demandé vrai ou faux, je viens de vous répondre, s'il vous faut de plus. Faites gaffe, vous avez que 2 minutes en plus. Allez, Édouard Philippe ferait un bon président de la République? Faux. Gérald Darmanin? Faux, pour l'instant. Ouais, c'est un bon ami. Ça. Faux pour l'instant. Vous voulez vrai ou faux ou quoi? Robert Badinter, tiens, sur un tout autre sujet, a eu tort d'abolir la peine de mort en 1981. N'importe quoi.
C'est des grandes lois dont on peut être fier. Alors, et ça Pardon, en 2016, sur l'antenne de BFM TV, vous disiez que si vous aviez été député en 1981, vous n'auriez pas voté ce Oui, texte-là. c'est ce que je viens. Attendez, alors on va s'expliquer là-dessus. Je le dis certainement qu'à l'époque, j'étais comme beaucoup de Français contre, et je pense que contre cette abolition, et Mitterrand a eu raison, et Badinter a eu raison. Donc vous avez changé Comme d'avis comme sur le mariage homosexuel. Ouais, mais enfin, vous savez, sur des sujets comme ça, c'est aussi au moment où vous êtes en situation que vous devez tenir compte de ce qu'est l'intérêt du pays. Et ils ont eu raison de le faire. Il faut Ils ont eu raison de supprimer le faire. les feux rouges et les trottoirs comme le préconise Louis Sarkozy. Faux. Le RC Lens, dernière question, allez. Le RC Lens a beau être en tête de la Ligue 1, votre club de cœur c'est le PSG. Non, c'est pas vrai. Ah, vous l'écrivez dans votre Oui, livre, mais page d'accord. 226, le D'accord, PSG dont mais- je suis fan. Et la région est même devenue avec d'autres actionnaires du club de Lens. Et vous oubliez pas les Dogs de Lille, s'il vous plaît. 4e, on est au pied du podium. Mais le Eh, PSG, c'est une belle votre club de saison. cœur, C'est alors. une belle saison. Non, puis j'oublie pas aussi. Et j'aime le foot. Dites-le. Dites-le, dans ce qu'il y a dans le livre, les Verts, je me suis construit, j'ai grandi comme cela. Et puis d'autre part, Marseille, à jamais premier, c'est grâce à l'OM de Tapie et Deschamps à l'époque. Eh ben, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci Xavier Bertrand d'y avoir Et participé. pour vous, je n'ai pas joué au foot ce matin. D'accord, ben Parce merci que c'est d'avoir- tous les dimanches matin. tous les dimanches, je normalement. crois, le 5 contre 5, c'est ça, si je me C'est souviens ça, bien, à c'est ça au 50 ans. futsal. Merci à vous, donc Xavier Bertrand. Merci aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je ne peux pas tous les citer. Fabienne Lemoyle, Alexandre Gilardi, Amaury Baucher. Merci aussi à vous, bien sûr, Brigitte Boucher, Françoise Fressoz. Auditeurs, téléspectateurs, je vous souhaite un bon dimanche et vive la politique.